Voilà, eh ben, écoutez, il est 35. Je vous propose que l'on commence la conférence. On attend donc une vingtaine de participants. Il y a 15 participants déjà qui sont connectés, donc on va pouvoir démarrer. Donc, je voulais déjà vous remercier tous de participer à cette conférence qui a pour objet la rénovation énergétique globale de l'habitat privé. Donc, cette conférence est organisée par Thonon Agglomération dans le cadre du dispositif Régénéro. Et Régénéro est un dispositif d'accompagnement des particuliers à la rénovation énergétique de leur logement. Donc, pour animer cette conférence, nous aurons différents intervenants. Tout d'abord, Jean-Christophe Flur, qui est gérant du bureau d'études thermiques Therma et qui est également formateur dans le cursus bâtiment durable à l'Université des Pays de Savoie. Je n'ai pas dit de bêtises. C'est ça, merci. Bonsoir à tous. Parfait. Nous avons ensuite Louise Cavana, qui est conseillère énergie pour Régénéro et qui est en charge de Thonon Agglo. Bonsoir à tous, c'est ça. Nous aurons également Edith Demarquis du cabinet Bonin et Demarquis qui vous présentera le dispositif qu'elle anime sur le territoire. Bonsoir. Et moi-même qui est le coordinateur de Régénéro et qui ferai office de maître de cérémonie ce soir. Donc, afin que la conférence se passe dans de bonnes conditions, je vous remercie à tous de couper vos micros afin de ne pas interférer dans la présentation de l'intervenant. Si vous souhaitez poser des questions, vous avez un onglet en bas qui s'appelle « Converser ». Et vous pouvez poser vos questions par écrit, je les condenserai et j'interromprai de temps en temps l'intervenant pour lui poser vos questions. Si jamais vous tenez absolument à intervenir par oral, faites-le moi savoir également dans l'onglet conservé et je vous donnerai la parole. Voilà, cette conférence est enregistrée et Thonon Agglo la rediffusera sur sa chaîne YouTube. J'en ai fini avec mes propos introductifs. Je vais céder la parole à Jean-Christophe Flur et je vous souhaite une bonne conférence à tous. Merci. Bien, merci beaucoup Guillaume pour cette introduction. Donc bonsoir à tous. Comment réussir sa rénovation énergétique globale? Voilà une bonne question, en tout cas une question d'actualité. Donc on vous propose de balayer ce sujet alors, sous 4 angles. Le premier, c'est analyser avant d'agir. Le deuxième, c'est une rénovation énergétique cohérente. Le suivant, eh bien, des aides pour chaque projet. Et enfin, une quatrième partie, une partie questions-réponses. Donc, nous avons souhaité traiter ce sujet sous forme on va dire, de méthodologie plus que sous forme d'exemple, sachant que chaque rénovation énergétique est spécifique. Il nous apparaissait plus intéressant, plus opportun de voir quelle est la méthodologie suivant laquelle on peut réaliser une rénovation énergétique et réussir sa rénovation énergétique. Alors, déjà d'un point de vue technique, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que pas de soucis particuliers? Pas de retour, Guillaume? C'est parfait, impeccable, tu peux y aller. Ok. Alors, analyser avant d'agir. Le premier point donc. Il faut se fixer des objectifs d'amélioration. Quand on se lance dans une rénovation énergétique globale, il faut savoir où on va. C'est très important de définir dès le départ, en fonction de l'état du bâtiment, du bilan qu'on peut faire, et bien de voir jusqu'où on pourra l'amener. Donc il faut se fixer ces objectifs. Le deuxième point, c'est que dans tout projet, quel qu'il soit, il faut définir un planning. Alors définir un planning, on le verra, c'est le définir dans la durée et le définir aussi dans le détail lorsqu'on est dans la partie action. Mais un planning, c'est important pour voir un petit peu où ça nous mène, sachant que quand on parle de travaux de rénovation énergétique, on peut parler de travaux d'ampleur et donc de planning plus ou moins long. Troisième point, la liste des travaux envisageables. En fonction du sujet, il y a des choses qui vont être possibles et il y a des choses qui ne seront absolument pas possibles, ou en tout cas pas cohérentes. Donc déjà de se faire une liste de ces éléments, exhaustive certes, mais qui permettra derrière de faire un tri. C'est important afin de se lancer en ayant bien en tête que certaines choses seront possibles et que d'autres seront peut-être possibles, mais pas envisageables, car non cohérentes. Quatrième point, simulation et proposition de rénovation. Donc là, on entre dans une partie qui est très intéressante puisque on va pouvoir
à l'aide de logiciels, modéliser le bâtiment tel qu'il est actuellement et surtout modéliser le bâtiment à venir avec les différentes interventions, avec les différentes améliorations qui seront possibles et voir comment va se comporter ce bâtiment. Et évidemment, le dernier point, c'est le budget, puisque lorsque on veut partir sur des travaux d'envergure, il faut aussi être capable de définir dès le départ une enveloppe budgétaire, afin de rester raisonnable et surtout afin de pouvoir concentrer les différentes actions avec le budget en question sur les points qui seront les plus intéressants. Je vais reprendre maintenant en détail ces différents points. Objectif d'amélioration. On veut des plus. Alors on peut se lancer dans une rénovation pour différentes raisons. Par exemple pour réduire son empreinte environnementale, pour adapter son logement, pour augmenter la valeur de son bien, pour faire des économies d'énergie, tout simplement, pour embellir son logement, ou enfin pour améliorer le confort thermique été comme hiver. Ce sont quelques pistes, il peut y en avoir d'autres. L'important, c'est de démarrer. L'important, c'est de trouver une motivation, de trouver un objectif à atteindre pour se lancer. Le planning. On va plutôt même parler de deux plannings. Le premier planning, que j'appelle un macro-planning long terme, et un second planning qui est un planning beaucoup plus détaillé. Le premier sera à l'échelle de l'année. C'est pour démarrer ma rénovation maintenant en suivant un fil conducteur. Donc on va avoir des perspectives. Le planning détaillé, lui, c'est pour suivre l'enchaînement logique des interventions. Donc le macro-planning, on parle, comme je le disais, en année. On peut définir qu'en 2020, on s'occupera des menuiseries, également de la ventilation, ce serait une bonne idée d'associer les deux, mais qu'on va décaler sur 2021, par exemple, l'isolation thermique par l'extérieur, l'ITE, et en 2022, pourquoi pas, la couverture ou d'autres travaux. L'important, encore une fois, c'est de les planifier et de les planifier de façon logique. Le deuxième planning, qui est le planning détaillé, là on descend à la semaine. On a toutes les tâches qui sont nécessaires, qui vont donc s'enchaîner, qu'on peut identifier dans ce planning, comme par exemple la réalisation du cahier des charges. Qu'est-ce qu'on attend? Les consultations d'entreprises, puisqu'on va se tourner sans doute vers plusieurs entreprises pour avoir des retours un peu différents, pour pouvoir les comparer, pour pouvoir les analyser. Donc on va consulter. Derrière, il faudra faire un choix par typologie donc d'intervention. Et puis derrière, on peut imaginer tout le reste donc, de ce chantier avec l'ouverture, bien sûr, et ensuite le déroulement, jusqu'à l'achèvement, la réception des travaux. Troisième point, la liste des travaux envisageables. Sur un bâtiment, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On va parler d'isolation, de toiture, de façade, de plancher. On va parler de menuiserie, donc l'ensemble des menuiseries du bâtiment, portes, fenêtres. On parlera d'étanchéité à l'air, un sujet très très important. De ventilation, donc là on commence à rentrer dans les équipements. Avant on parlait plus de l'enveloppe, de la performance thermique ou en étanchéité à l'air de l'enveloppe. On arrive sur la ventilation, donc en équipement, sur le système de chauffage, et enfin le système qui vous permettra de faire l'eau chaude sanitaire, l'ECS. Alors, donc, ça fait déjà... Oui. Peut-être que juste pour apporter une précision, est-ce que tu peux détailler ce qu'est l'étanchéité à l'air? Oui, bien sûr. Alors, l'étanchéité à l'air, c'est quelque chose de relativement récent dans la construction. On va dire une dizaine, une quinzaine d'années, pas plus. Le concept est lié au fait que isoler un bâtiment, c'est une bonne chose et c'est important, mais l'isoler et le rendre étanche, c'est encore mieux. Alors le rendre étanche à l'air, comme c'est stipulé ici, c'est-à-dire que ça vous permettra d'éviter un certain nombre de déperditions,
qui se feront non pas par les murs, par les menuiseries, mais qui se feront par les fuites d'air, les déperditions qu'on appelle dynamiques. Ces déperditions, lorsqu'on a beaucoup travaillé sur l'enveloppe du bâtiment et apporté beaucoup de corrections, elles deviennent prépondérantes, elles deviennent très importantes. Et en même temps que vous allez assurer l'étanchéité à l'air, vous allez garantir une certaine pérennité de la réalisation que vous venez de faire. Puisque l'objectif, c'est aussi de garder en meilleur état possible tous les isolants que vous allez mettre en œuvre et qui peuvent parfois, en fonction de leur typologie, être sensibles à tout ce qui est vapeur d'eau. Donc rendre étanche à l'air et en même temps avec une membrane, limiter le transfert de vapeur d'eau, ça va contribuer à la longévité de votre rénovation. L'étanchéité à l'air, pour terminer là-dessus, est aussi très importante pour que le système de ventilation fonctionne simplement, normalement. Si votre enveloppe n'est pas étanche à l'air, la ventilation va fonctionner de façon dégradée par le fait que des courts-circuits d'air vont limiter l'efficacité de votre ventilation. On pourrait passer une soirée dessus, c'est un sujet très important. Voilà, merci pour ces précisions. Donc, toujours dans la liste des travaux envisageables, imaginons qu'on se concentre sur l'isolation des façades, les menuiseries, la ventilation dont on vient de parler, et pourquoi pas le chauffage. Derrière, il va falloir rentrer dans le détail. Rentrer dans le détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer à imaginer, poste par poste, quelles sont les technologies, quels sont les équipements sur lesquels on voudra travailler. Pourquoi c'est important? Parce que c'est étroitement connecté à la notion de budget. Donc pour des menuiseries, on peut se poser la question entre une menuiserie de type bois-aluminium, donc une menuiserie, on va dire, composite, hein, elle est à la fois en bois mais couverte d'aluminium pour la protection extérieure. On peut imaginer travailler avec des menuiseries en PVC ou en tout aluminium. Donc ce sont des questions qui à un moment donné vont se poser. Pour l'isolation de la façade, là également il y a des choix possibles, même si le gros du marché est plutôt sur la deuxième solution PSE, donc le polystyrène, que sur la fibre de bois. Eh bien, à un moment donné, vous aurez, en fonction de vos affinités, en fonction de vos demandes, des questions qui tourneront autour du type de matériaux que vous allez utiliser pour l'isolation de votre façade. La ventilation, on en a parlé, il y aura des grandes stratégies à choisir entre est-ce que je reste sur un système dit à simple flux ou alors à double flux à récupération d'énergie. Et pour le chauffage, vous n'aurez que l'embarras du choix. Il faudra déjà définir un type d'énergie et ensuite un type d'équipement. Pourquoi pas du bois, du gaz éventuellement, une pompe à chaleur. Il y a pas mal d'énergies qui sont à mettre on dirait, en concurrence. Et puis aussi, là encore une fois, quelles sont vos attentes, comment vous voulez, dans les années à venir, consommer de l'énergie et quel type d'énergie. Alors là encore, j'ai une question, Jean-Christophe. Est-ce que certains choix vont influencer d'autres choix? Autrement dit, est-ce qu'il y a des interactions entre ces postes et est-ce que le fait de choisir par exemple de la fibre de bois ou du PSE va avoir une importance sur le choix de la ventilation, de menuiserie ou d'autres postes? Alors, il y a des interactions, mais peut-être pas des interactions entre l'enveloppe thermique dont on vient de parler pour les éléments tels que les menuiseries et les isolations de façade, de plancher, de toiture. Par contre, il peut y avoir des interactions entre le mode de chauffage et l'équipement qu'on va utiliser pour restituer ce chauffage à l'intérieur du logement. Il est clair que si vous êtes sur une pompe à chaleur qui fonctionnera d'autant mieux avec un coefficient de performance d'autant plus élevé que la température d'eau que vous allez envoyer dans vos émetteurs sera basse, il est plus judicieux d'associer sa pompe à chaleur à un plancher chauffant qu'à un radiateur en fonte haute température. Donc il y a quelques éléments comme ça, effectivement, où il y a une connotation. On peut dire qu'entre menuiserie et ventilation, il y a aussi un lien,
sachant que lorsque l'on passe de menuiseries de très mauvaise qualité, donc qui vont de façon accidentelle, on va dire, laisser passer de l'air, le fait qu'une ventilation fonctionne plus ou moins bien aura moins d'impact que si vous changez vos menuiseries, qu'elles deviennent extrêmement hermétiques, c'est ce qu'on leur demande, et qu'en parallèle, vous n'ayez pas pris le soin de mettre en place un système de ventilation adapté. Parce que du coup, le pas en avant qu'on aura fait sur la menuiserie pour limiter les déperditions et pour limiter les problématiques d'étanchéité à l'air, eh bien, il faudra l'associer à une bonne gestion de la ventilation. Ventilation qui auparavant se faisait de façon, encore une fois, accidentelle par des menuiseries de mauvaise qualité. Merci. Je poursuis sur les simulations et les propositions de rénovation, puisque l'objectif d'un accompagnement, c'est de donner en fait des pistes et de permettre au maître d'ouvrage qui veut réaliser ses travaux de faire ses choix. Donc pour pouvoir donner ces pistes, il faut déjà partir d'un bilan. Ce bilan, on va le faire sur le bâtiment donc avant travaux, en évaluant en fonction de l'état du bâtiment, de la conception de ce bâtiment, de sa réalisation, du type de matériaux, du niveau d'isolation, du niveau de performance des équipements, on va être capable de définir un peu le portrait robot de ce bâtiment pour le modéliser et pour analyser derrière sa consommation. L'objectif, c'est d'être capable d'évaluer pour les 20 prochaines années quels seraient les coûts en fait, d'exploitation du bâtiment, c'est-à-dire les coûts notamment en énergie et en entretien. C'est important de le faire sur les 20 prochaines années parce qu'un bâtiment, il faut le voir sur la durée. Et donc, il faut se poser cette question de si je cumulais sur les 20 prochaines années toutes les dépenses liées à ce bâtiment avant travaux, donc je ne fais aucun travaux et je regarde combien il me coûte, eh bien, quel serait le montant? Et on arrive très souvent sur des montants extrêmement importants si le bâtiment est en mauvais état. Derrière, l'intérêt, c'est de comparer ce bâtiment avant travaux à différentes propositions avec un niveau d'investissement et bien sûr avec un nouveau calcul du coût en énergie pour les 20 ans à venir. On peut imaginer une première version, qui est une version dans laquelle on va travailler par exemple sur la couverture, parce que la simulation nous montre que c'est une proposition intéressante, mais on veut se limiter à simplement faire une isolation ou un complément d'isolation de cette couverture. L'investissement donc sera relativement faible. Par contre, le coût en énergie sur les 20 ans à venir restera, lui, élevé. Deuxième possibilité, on travaille sur un autre élément, encore plus significatif, comme par exemple l'isolation complète des façades. On sera sur un investissement plus élevé, mais sur un coût, sur les 20 prochaines années, un coût en énergie qui, lui, sera bien moindre. Enfin, dernière possibilité, on va au bout de l'exercice en faisant une rénovation réellement globale, qui certes, en termes d'investissement, sera importante, mais qui derrière va nous mettre un coût de consommation globale sur les 20 prochaines années très faible. Donc les questions, il faut se les poser dès le départ. À partir du moment où on a ces éléments, où on veut aller. Il y a bien sûr la possibilité de travailler de façon, on va dire en phase, de façon échelonnée, comme on le voyait sur le planning, le macro-planning du départ. Je reviens sur les choix, après discussion, après négociation, après sélection en fonction de vos cahiers des charges. On en arrive à choisir pour les menuiseries du bois alu, pour l'isolation par l'extérieur du polystyrène, une double flux et une pompe à chaleur. C'est un choix qui, en fonction des calculs et des budgets, permet de se définir la stratégie de rénovation.
L'idée est de comparer le bâtiment sans travaux, qui par exemple, sur les 20 prochaines années, consommerait 120 000 euros. On intègre dans cette consommation, bien sûr, l'évolution du coût de l'énergie. Encore faut-il s'entendre sur le pourcentage d'augmentation annuelle du coût de l'énergie. On va donc comparer ce bâtiment sans travaux, qui vous coûterait 120 000 euros sur les prochaines 20 années, le comparer au bâtiment avec travaux, où par exemple, on investirait 40 000 euros pour refaire un certain nombre de choses sur ce bâtiment, qui nous amènerait dans la simulation, après calcul, à une nouvelle consommation nettement réduite de 60 000 euros, et qui permettrait, dans ce cas précis, de faire un gain sur les 20 prochaines années de 20 000 euros. Un autre graphique dans lequel, sur le premier axe, je vous propose les coûts cumulés donc, de consommation en énergie. Sur le second axe, donc, les années. Sans travaux, la courbe du coût cumulé des énergies pourrait ressembler à ça. Alors, ce n'est pas une droite puisque chaque année, on a une augmentation du coût de l'énergie. C'est pour ça qu'on est plutôt sur une courbe de ce type-là. On retombe par rapport à l'exemple que je prenais juste avant, au bout de 20 ans, sur un coût cumulé de 120 000 euros. Et maintenant, on va comparer cette courbe à la courbe de coût cumulé des énergies après travaux, où on le voyait, 40 000 euros d'investissement étaient nécessaires. Donc on démarre cette courbe non pas à 0 pour la première année, mais à 40 000 euros. Et l'idée est de voir comment, derrière, ces coûts cumulés vont, par rapport aux 20 ans de fonctionnement, permettre de passer à notre somme 40 plus 60 000, 40 000 étant les travaux, 60 000 les coûts de consommation. Et derrière, d'avoir une idée, par rapport à ce gain global de 20 000 euros, de l'année à partir de laquelle eh bien, il était devenu plus intéressant de faire les travaux que de ne pas les faire. Vous voyez que les deux courbes se croisent, ça veut dire clairement que tout ce qui se trouve après cette année-là, eh bien, c'est le gain. Avant, le gain que vous faisiez est encore effacé par l'investissement qui a été nécessaire. À partir de ce point-là, on passe sur un gain net. Le budget. Le budget, je vous propose un autre graphique sur lequel nous avons maintenant, sur cet axe, les économies, les euros économisés, et sur l'autre axe, les kilos-euros investis. La courbe ressemble à quelque chose comme ça. Ce que ça vous montre surtout, c'est qu'il arrive un moment où l'investissement perd de son intérêt, c'est-à-dire que surinvestir n'est plus productif. Si vous prenez par exemple un investissement de 50 000 euros qui va vous donner une économie, un nombre d'euros à définir, eh bien si vous doublez cet investissement, vous voyez en fait que vous n'avez pas doublé l'économie. On a un effet de, on va dire de seuil maxi qui fait qu'il arrive un moment où l'investissement n'est plus aussi intéressant que les investissements que vous avez pu faire au départ. Donc, il va falloir bien dimensionner ce budget pour que les investissements que vous allez faire soient les plus productifs possibles. Alors, petite question là-dessus. Comment est-ce que tu peux l'estimer ou l'envisager dans la réflexion? Est-ce qu'il faut forcément passer par un audit ou est-ce qu'un particulier peut lui aussi se poser ces questions-là et par quelle méthode il peut arriver à déterminer l'investissement marginal? Alors,
en fait, pour définir les solutions techniques ou les associations, les bouquets de travaux, comme on les appelle, les associations donc de travaux à réaliser et voir leurs effets. Aujourd'hui, il existe des logiciels, puisqu'il faut pouvoir calculer en fait quelle va être l'amélioration du bâtiment. En gros, comment les déperditions du bâtiment vont diminuer en fonction des différents travaux qu'on va réaliser. Et ça, c'est difficilement réalisable, on va dire, manuellement. On peut imaginer de développer un tableur, des choses comme ça, des gens pourraient le faire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise des logiciels avec des moteurs de calcul qui sont capables de définir en fonction de l'endroit où se trouve le bâtiment, son altitude, donc des conditions météorologiques, du niveau de température qu'on souhaite à l'intérieur du bâtiment, et des performances définies une à une de chaque élément qui constitue le bâtiment, menuiserie, plancher haut, bas, façade, ventilation, enfin tous les équipements. En fonction de ces performances, on va être capable de faire une simulation, de faire un calcul qu'il est difficile de faire autrement qu'avec un logiciel. Donc, il est préférable de passer par un accompagnement ou un audit avec un bureau d'études, par exemple. Ça permettra en tout cas d'avoir des valeurs qui auront l'intérêt, alors au-delà de la précision, parce que souvent la question est posée de les calculs que vous faites sont précis à combien. C'est pas, en fait, le sujet n'est pas forcément là. Le sujet est plus entre les différentes solutions qu'on aimerait bien mettre en œuvre, quelle est la solution qui sera la plus intéressante? Donc c'est un calcul qui est intéressant en relatif et pas en absolu. Un des problèmes lorsque on fait donc un calcul, une simulation, c'est que cette simulation elle est faite avec un niveau de température qui est bien défini. Le niveau de température à l'intérieur du logement est très important pour le calcul des déperditions et que ce paramètre-là n'est pas du tout un paramètre qui est maîtrisable puisque c'est l'utilisateur final, c'est la famille vivant dans la maison qui, en fonction de la façon dont elle chauffe, dont elle ouvre ses fenêtres, la durée des douches qu'elle va prendre, enfin, toute la vie dans cette maison va faire que la consommation va pouvoir évoluer en fonction de l'utilisation. Un peu comme l'utilisation d'une voiture, lorsqu'on vous dit que vous allez consommer 5 litres au 100, c'est dans des conditions bien définies. Lorsque vous conduisez, en fonction de votre type de conduite, vous pouvez dépasser sans problème cette consommation. Et bien là également, en fonction de la façon dont vous allez utiliser votre maison, vous allez pouvoir dépasser cette consommation. C'est pour ça qu'il faut plus s'attacher au côté relatif de ces calculs, c'est-à-dire comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres, que comment ils se positionnent dans l'absolu. Merci. Alors, le point 2, une rénovation énergétique cohérente. C'est un aspect qui est très très important, le côté cohérence de ce qu'on va réaliser. Donc il faut dès le départ, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut se fixer des objectifs, des performances, un planning, un budget. Il faut aussi se fixer une stratégie de rénovation. Comment on va prendre cette rénovation? Par quoi on commence? Comment on l'enchaîne? Quelle stratégie on va adopter? Le deuxième élément qui, lui, est un élément de base qui est nécessaire dans tous les projets, c'est qu'il faut garder du bon sens. Il faut rester les pieds sur terre. Il faut se poser des questions parfois très simplement. Troisième point, s'entourer d'une équipe qui est complémentaire, c'est toujours intéressant. Ça permet de faire avancer un projet de la bonne manière, je pense. Ça permet de se poser les bonnes questions. Ça permet aussi, en fonction des différentes étapes que l'on va traverser, eh bien, d'avoir le bon conseil au bon moment. Et ça, je pense que c'est très important. Le cap, on en a déjà parlé. Il y a des bâtiments qui sont... comment dire? Il y a des bâtiments qui présentent des particularités. Et même avec un budget important, on aura des difficultés à transformer ce bâtiment en Formule 1.
Donc, dès le départ, il faut avoir quand même une idée assez claire du cap qu'on va choisir et du niveau qu'on pourra atteindre en étant raisonnable et derrière, en choisissant une rénovation qui ne va pas non plus dénaturer complètement votre bâtiment. Parce que bien sûr, le sujet là, c'est la rénovation énergétique, mais un bâtiment, ce n'est pas qu'un bâtiment rénové énergétiquement parlant. Un bâtiment, c'est plus que ça. Le dernier point fondamental, votre implication. Comment vous avez décidé de vous impliquer dans, je ne vais pas dire une véritable aventure parce que ça va vous faire peur, mais c'est quand même pas un petit sujet. Donc ça va nécessiter que vous vous impliquiez un minimum dans tout ça. La stratégie de rénovation. Alors, on prend toujours notre bâtiment, on regarde dans l'état actuel des choses comment il se comporte et on évalue les niveaux de déperdition poste par poste, la ventilation, le toit, les murs, les sols, les ouvertures bien sûr, les menuiseries. Et avec ces éléments, on va pouvoir déjà donner des premières orientations. Le cas que je prends là est un exemple. C'est un exemple dans lequel la toiture, il y a une dizaine d'années de cela, a déjà fait l'objet d'une isolation. C'était une maison des années 70 et la seule chose qui a été faite, parce que c'était facile et puis parce qu'on sentait un réel désagrément, eh bien, c'était d'isoler les combles. Donc on a décidé de se lancer dans ces travaux-là il y a quelques années, on n'a fait que ça. Et aujourd'hui, quand on analyse le fonctionnement du bâtiment, eh bien, ce qui ressort, c'est que contrairement aux idées reçues de la toiture, c'est au moins 30% des pertes d'énergie, si mon bâtiment a déjà fait l'objet d'une rénovation ou s'il était à la base conçu et réalisé avec déjà une isolation au niveau de la toiture, on ne sera pas à 30% de déperdition par ce biais. Donc ça, c'est important d'avoir cet état des lieux, puisque pour l'amélioration de l'enveloppe thermique, la répartition des déperditions qu'on voit là doit nous donner des indications sur les priorités. Il est évident que c'est plus intéressant de diviser par 2 31% de déperdition des murs que de diviser par 2 10% de la toiture. La stratégie de rénovation. Plusieurs points. Le premier point, c'est une excellente isolation des parois opaques et vitrées. Avant de se poser d'autres questions, l'isolation, c'est jamais un mauvais choix. En deux, une enveloppe parfaitement étanche à l'air. Alors ce sont deux concepts différents, l'isolation et l'étanchéité à l'air. Pourquoi ça va être important d'avoir une bonne étanchéité à l'air? Je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure. Parce que non seulement on ne veut pas que le flux thermique puisse, à travers les différentes parois, sortir à l'extérieur, mais on ne veut pas non plus de pertes liées à toutes ces problématiques d'étanchéité à l'air. Le troisième point, puisque maintenant nous avons une enveloppe qui est très étanche, et puis on a une très bonne isolation, on va, en plus de tout ça, apporter une nouvelle amélioration en travaillant principalement sur la ventilation mécanique. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un système qui va permettre de gérer au mieux la ventilation. En fonction du besoin, on ventilera. Plus vous ventilez, plus ça vous coûte de l'énergie, puisque quand on ventile, on va faire rentrer de l'air extérieur qu'il va falloir réchauffer à nouveau. Donc il est très important que le niveau de ventilation soit adapté aux besoins. Et la seule bonne solution aujourd'hui, ça reste quand même une ventilation mécanique contrôlée. On a d'autres concepts, il y a d'autres solutions, mais si vous allez dans la performance, il faudra que ce soit géré par un équipement. En 4, des équipements de chauffage adaptés. Vous aviez une grosse chaudière fuel de plus de 30 kW de puissance dans votre cave. Vous venez de faire une très belle isolation. Vous venez de travailler sur des tas de postes qui font que, globalement, les déperditions, c'est-à-dire les fuites d'énergie de votre bâtiment, ont été divisées peut-être par 2 ou par 3.
Donc, il faut adapter la puissance de votre équipement. Et c'est pour ça que dans la stratégie de rénovation, il est important de démarrer par la problématique des déperditions, comment on réduit ces déperditions, avant de se poser la question du type d'équipement. Puisque l'équipement ne sera peut-être pas le même une fois que vous aurez travaillé dans votre plan de rénovation énergétique sur la performance de l'enveloppe. Et enfin, bien sûr, travailler le plus possible avec des énergies renouvelables. Donc voilà une stratégie, on peut en imaginer d'autres. Celle-là, elle est connue, elle est utilisée et efficace avec ces 5 points qui vont vous permettre de passer d'un bâtiment énergivore à un bâtiment performant. Le bon sens, mobilisez votre budget en fonction des priorités. Alors le bon sens, ça passe par ce genre de choses. Avant de penser à climatiser parce qu'on a très chaud, on a des problématiques de charge thermique, eh bien, si on a de l'éclairage zénital, c'est-à-dire des fenêtres de toit, et qu'on les équipe pour limiter les apports solaires, on n'aura peut-être pas besoin de compenser par un nouvel équipement qui sera gourmand en investissement et en exploitation, alors qu'on a une solution dite passive. Deuxième élément, on a souvent la question de est-ce que je peux produire de l'énergie avec ma maison? Est-ce que mettre des panneaux photovoltaïques, c'est une bonne idée? Oui, c'est une excellente idée, mais est-ce que c'est la priorité? Et est-ce que dans votre cas, c'est vraiment la chose à réaliser là tout de suite? Ça n'est pas certain. Il faudrait peut-être d'abord se poser la question de je conserve de l'énergie avant de je produis de l'énergie. Un autre point important, il y a des travaux que vous faites pour longtemps. Si vous décidez d'occuper les combles dans votre maison et que vous refaites entièrement l'isolation et les doublages de vos combles, vous n'avez pas envie demain de redémonter tout ça pour rajouter 10 cm d'isolant. Donc les travaux dits définitifs, soignez-les. Si maintenant vous rêvez d'avoir un magnifique plan de travail dans votre cuisine, peut-être qu'il faut d'abord investir dans des choses qui sont entre guillemets définitives et accepter, faire cette concession d'investir moins dans quelque chose qui sera facile à modifier par la suite. Enfin, garder les pieds sur terre, l'idée c'est, on vient de loin, on a une maison qu'on veut rénover entièrement, qui était dans un état vraiment laborieux, et on est tellement content d'avoir fait ces travaux, d'avoir fait énormément d'économies d'énergie parce qu'on est passé à une maison qui est très performante, et du coup, entre guillemets, on se lâche sur d'autres choses qui sont aussi très consommatrices d'énergie. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut jamais profiter de ce genre de choses et qu'il n'y a que les économies d'énergie qui comptent, mais il faut arriver à rester cohérent. L'équipe complémentaire. On a qui dans l'équipe? On a vous. On a vous, puisque le niveau d'implication, on en reparlera juste après, est important sur un projet aussi ambitieux. On a les espaces info-énergie. Alors, on a bien sûr Régénéro qui vous accompagne. J'ai mis un terme qu'il y a à votre disposition des spécialistes de la question de la rénovation énergétique qu'il faut absolument solliciter quand vous démarrez dans votre projet. Les travaux, si vous vous en sentez capable, eh bien vous allez les suivre, vous allez pouvoir faire vos consultations, choisir vos entreprises, mener les travaux et les réceptions. Si vous ne vous en sentez pas capable, il y a un métier qui est le métier de maître d'œuvre, qui est là pour vous accompagner dans cette relation avec les artisans. Artisans donc qui vont métier par métier, lot par lot, intervenir avec leurs compétences, avec leur savoir-faire. Il est très important de bien choisir ces artisans, vous en doutez bien, de prendre le temps de le faire. Et on verra, on en reparlera tout à la fin,
que analyser des offres concurrentes, c'est très délicat, parce que parfois les terminologies ne sont pas les mêmes, parfois la façon d'approcher le chantier est différente, les postes sont répartis différemment entre la main-d'œuvre et entre les matériaux. Donc, ce n'est pas si simple de se faire une idée, on va dire, précise de ce que l'artisan va pouvoir vous proposer. N'hésitez pas à demander des références, à aller sur des chantiers que l'artisan a réalisés, à questionner les gens qui les ont fait travailler. C'est la meilleure façon d'avoir une bonne idée de ce que vous pouvez attendre d'un artisan. Et puis, on a l'État et toutes les collectivités qui sont là également pour vous soutenir, pour vous accompagner. C'est vraiment aujourd'hui un axe principal de développement, la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, il faut en profiter. Les aides sont parfois importantes. En tout cas, elles sont significatives et elles permettent de sauter le pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment en profiter maintenant. Alors, j'ai une double question, Jean-Christophe. C'est un auditeur qui nous la pose. Donc, comment procéder pour obtenir des devis sérieux? Tu as déjà commencé à y répondre. Oui. Avoir des artisans sérieux, c'est également un peu ce que tu as abordé, et connaître les aides d'État. Alors, les aides d'État, je commence par ça puisque on y répond juste après. Pour avoir des devis sérieux, déjà pour avoir un devis sérieux, il faut avoir un cahier des charges sérieux. C'est-à-dire que si vous savez ce que vous voulez, il y a de plus fortes chances qu'on y réponde. Alors, ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'on veut, ça veut dire que ça va peut-être se passer en plusieurs étapes, vous allez peut-être affiner les choses, mais en tout cas, plus vous allez identifier clairement vos attentes, plus vous pourrez comparer et vérifier qu'en face de vos attentes, vous avez dans un devis des actions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, trouver des artisans sérieux, j'ai répondu un petit peu en disant il y a effectivement le bouche à oreille. C'est quand même déjà une bonne façon d'approcher tout ça. Avoir des retours, voir des chantiers, se rendre compte vraiment sur place. Vous voulez des menuiseries, vous ne savez pas si c'est le bois, l'alu ou le PVC qui vous plaira le plus. Ce n'est pas un catalogue qui va vous le dire. Sur un catalogue, vous aurez des performances, vous aurez des coupes, vous aurez des tas de choses techniques intéressantes, mais vous ne verrez pas le produit. Le produit, il faut le voir, il faut l'ouvrir, il faut le sentir, il faut voir s'il y a du jeu, voir si ça bloque quand on ferme. Il faut se poser plein de questions. Et puis, il faut voir ça aussi un petit peu avec du recul. Donc, il faut voir des chantiers qui ont été faits il y a peut-être quelques années. C'est important de prendre son temps. Plus vous prenez votre temps dans cette partie réflexion de votre chantier de rénovation, plus vous vous ménagez une rénovation qui se passera bien. Merci. Et puis on va avancer un peu vu que le temps file à grande vitesse. Je me dépêche. J'ai presque fini. Le cap, on en a déjà parlé un petit peu. Le cap, c'est de se définir ce bâtiment sur lequel je veux améliorer globalement la performance. Je veux aller jusqu'où? Aujourd'hui, je suis là. Je suis peut-être un bâtiment qui est parce qu'on a fait juste un petit peu la toiture ou deux, trois choses. Bien sûr, je veux améliorer tout ça. Alors là, je n'ai mis que la partie énergie, mais on peut aussi vouloir améliorer, et c'est important de le faire, la partie gaz à effet de serre, en changeant par exemple d'énergie. L'idée, c'est surtout de se dire, voilà, je veux aller vers cette performance. Il faut avoir conscience de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que se dire, je suis G, je serai A un jour, je ne vous dis pas que c'est impossible, mais est-ce que c'est censé? Ça, c'est une autre affaire. Donc, il faut savoir se fixer des objectifs certes ambitieux, mais atteignables. Donc, le cap, il faut qu'il soit clair dès le départ. L'implication, je ne peux pas vous le dire autrement, vous devez être acteur de votre rénovation énergétique. Il faut être vraiment dedans. Il faut que vous sentiez ça à votre portée parce qu'il faut comprendre les différents spécialistes qui vont tourner autour de cette rénovation. Il faut pouvoir parler avec eux, il faut pouvoir évaluer des choses. Donc, soit vous savez le faire tout seul, soit vous vous faites aider, mais il faut que vous soyez impliqué là-dedans. Et donc, derrière, il faut, je pense, passer au vert, ce que j'appelle passer au vert,
c'est se mettre dans cette dynamique, dans cette logique de « je veux faire quelque chose de cette maison ». Vous allez avoir énormément d'avantages. On démarre toujours en se disant « je veux faire des économies d'énergie » et on finit en se disant « en fait, je n'ai pas que les économies d'énergie, j'ai valorisé mon bien, j'ai amélioré son confort ». Ça, c'est des choses qui sont vraiment tangibles. Voilà, j'ai terminé pour cette partie. Louise, je te propose, si tu le veux bien, que je fasse avancer le diaporama au rythme que tu souhaiteras. Tu pourras me dire plus vite, moins vite. Pas de problème. Eh bien, rebonjour à tous. Donc moi, c'est bien Louise Cavana, la conseillère Régénéraux sur le territoire de Thonon Agglomération. Et alors à présent, on va discuter un petit peu des aides disponibles, qu'elles soient locales ou non, et voir un peu tout ce qu'on peut nous proposer. Alors, je veux bien que tu avances un petit peu. Alors là, c'est la partie donc Régénéraux. Donc je vais présenter très très vite. Pour ceux qui ne connaissent pas, Régénéraux, c'est un dispositif, un service public qui a été mis en place par les collectivités du Genevois français pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation énergétique. Donc toutes les étapes que Jean-Christophe a décrites, tous les points d'attention qu'il a soulevés, eh bien, les conseillers régénéraux, comme Louise, sont là pour vous accompagner à les passer le mieux possible, à vous donner toutes les clés pour réussir votre rénovation et pour comprendre surtout tous les enjeux qui se trament autour de cette rénovation. Donc, nous vous proposons des accompagnements qui sont entièrement gratuits, financés par la collectivité et qui reprennent toutes les étapes que Jean-Christophe a décrites précédemment. Donc, déjà, une étude thermique pour savoir d'où on part et où est-ce qu'on souhaite aller. Ensuite, une identification des aides financières, des travaux à réaliser pour savoir quoi faire et puis comment le financer. Ensuite, pendant les travaux, on ne fait pas de maîtrise d'œuvre. Donc, on n'est pas présent physiquement sur le chantier, on ne fait pas de réunion avec les artisans. Par contre, on reste à votre disposition pour vous écouter si jamais vous avez des questions particulières à poser sur les artisans, si jamais vous avez des interrogations spécifiques, si jamais vous avez aussi des problèmes sur le chantier, on pourra vous orienter vers les bons interlocuteurs. Et enfin, un accompagnement post-travaux où pendant 2 ans, on peut vous accompagner au suivi des consommations énergétiques de votre maison rénovée et surtout, on peut vous aider dans la prise en main des nouveaux équipements. Donc voilà, ce service, il est gratuit, il est neutre et indépendant, c'est-à-dire qu'on n'est lié à aucun fournisseur de matériaux, aucun revendeur, aucun artisan spécifiquement. Et il est à votre disposition. Et donc, vous pouvez nous contacter. Vous aurez les coordonnées du service qui sont sur la présentation juste après. Et vous pouvez nous contacter pour nous poser vos questions et pour bénéficier d'un accompagnement gratuit. Merci. Tu peux passer au suivant. Edith ? Alors, je mets le micro. Alors oui, bonsoir. Donc, Edith Demarquis, j'anime le dispositif OPAH, Opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui a été mis en place donc, sur Thonon Agglomération. Donc, c'est un dispositif qui couvre différentes thématiques et notamment donc, celui de la lutte contre la précarité énergétique, donc, pour permettre justement de réaliser des travaux d'économie d'énergie. Donc, c'est un dispositif qui est financé par Thonon Agglomération et qui a pour vocation de vous accompagner tout d'abord sur le plan technique par des conseils lors d'une visite à domicile, donc tout ce qui a été évoqué précédemment, pour faire un état des lieux de l'existant et ensuite des simulations thermiques complètes via différents logiciels. Et puis, on a une mission d'accompagnement pour voir quelles sont les aides financières qui existent pour les travaux d'économie d'énergie et vous accompagner dans le montage de dossiers de demande de subvention, et ce jusqu'au paiement des aides. Donc, notre mission, elle a une durée de 3 ans. Elle a démarré donc en avril 2020 et se terminera du coup en 2023. Concernant notre équipe, elle est pluridisciplinaire. On a un technicien, des thermiciens et un gestionnaire de patrimoine pour tout ce qui va concerner les projets gérés par des propriétaires bailleurs privés.
Donc, vous pouvez nous contacter au 04 56 48 00 11 ou par mail. Notre intervention, en fait, pour les propriétaires qui occupent leur logement, tu peux du coup avancer, s'il te plaît. Merci. Du coup, elle va s'adresser à un public spécifique puisque les propriétaires que nous allons accompagner sont des propriétaires qui rentrent dans un certain barème de ressources. Donc, des propriétaires à revenus modestes ou des propriétaires à revenus très modestes. Par propriétaire à revenus modestes, généralement, ça correspond à un couple qui, par mois, perçoit 2 300 € environ. Et pour un couple qui est à revenus très modestes, on est sur des ressources mensuelles de 1 800 € environ. On va également accompagner des propriétaires bailleurs. Donc, dans ce cadre-là, ces propriétaires seront accompagnés, quelles que soient leurs conditions de ressources. Et c'est ensuite le logement qui va, et le niveau de loyer pratiqué qui va déterminer la recevabilité aux aides ou non. L'OPA également s'adresse à des locataires qui occupent un logement inconfortable ou indécent et pour lesquels on fait une visite à domicile pour faire un état des lieux. Et enfin, l'OPA s'adresse aux copropriétés qui ont été construites avant 1980 où des aides d'accompagnement et des aides financières pourront être mobilisées via un appel à projet. Donc, à titre d'information, on vous a mis le plafond de ressources en vigueur pour le public que l'on peut accompagner. Et quoi qu'il en soit, pour toute cette mission d'accompagnement, elle est impérativement faite avant le démarrage des travaux, puisqu'il est très important, comme il a été dit précédemment, de pouvoir faire un état des lieux de l'existant pour ensuite vous conseiller au mieux dans les préconisations et arriver à un gain important. Donc, dans le cadre de l'OPA, nous avons différents organismes financeurs qui vont pouvoir participer financièrement à votre projet de rénovation globale. Donc, si par exemple, on a un projet à 30 000 € de travaux, donc qui va combiner plusieurs lots de travaux, et qu'on ait un ménage à revenus très modeste, on pourra mobiliser au maximum 24 500 € de subvention. Et si on est un ménage modeste, on serait sur des aides publiques estimées à 18 000 € environ. Donc, dans ce cadre-là, on vous fait les démarches donc, pour votre compte pour mobiliser ces différents organismes financeurs. Et une fois que ces aides sont accordées, ben, vous pouvez démarrer les travaux. Voilà, merci Edith. Je redonne la main à Louise pour les aides nationales et locales. Et donc, on va commencer avec une petite présentation des différentes aides, notamment la plus importante en ce moment, l'aide gouvernementale MaPrimeRénov', qui est donc existante depuis octobre 2020 et qui est en remplacement du CITE. Alors, cette aide MaPrimeRénov', nous y sommes éligibles sous certaines conditions. Donc, les premières, déjà, elle est ouverte à tous les propriétaires occupants, bailleurs et les copropriétés. Et également, voilà, elle dépend du montant du revenu fiscal de référence. Donc, en gros, il y a 4 catégories de revenus fiscaux et en fonction de celui-ci, on a une prime dont le montant va être modifié poste par poste de travaux. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et faire attention à son revenu fiscal de référence. Et évidemment, comme beaucoup des aides actuelles, pour qu'elles soient octroyées, il faut passer par des professionnels RGE. La seconde aide possible, c'est l'aide des vendeurs d'énergie. Donc, je veux bien que tu passes la diapo, merci. Qui sont les primes CEE. CEE comme certificat d'économie d'énergie. Ces primes, elles viennent donc des vendeurs d'énergie comme FI, Engie, et les critères d'éligibilité sont à peu près les mêmes que pour MaPrimeRénov'. Elle dépend également un petit peu du revenu fiscal de référence. Et il y a une condition aussi nécessaire, c'est qu'il faut faire la demande avant la signature du devis. Et donc, cette prime, elle peut être bonifiée pour certains postes de travaux.
notamment pour tout ce qui est chauffage au bois ou bien les pompes à chaleur. Et on appelle ça alors une prime coup de pouce qui permet d'avoir un montant en général amélioré par rapport aux primes CEE simples. Et pour ça, il faut se renseigner par rapport aux artisans qui ont pu signer la charte coup de pouce. Donc là, on se rend compte que ça commence à devenir assez compliqué au niveau des aides, qu'il y a des conditions pour certaines pour avoir des critères d'éligibilité. On va continuer, c'est pas fini. L'aide également, si certains travaux sont difficilement finançables dans le sens où l'investissement initial est très élevé, on peut demander à sa propre banque un éco-prêt à taux zéro. Donc l'intérêt, c'est qu'il n'y a qu'à rembourser la somme qui a été empruntée, il n'y a rien d'autre à rembourser en plus. Et tout le monde peut demander ce prêt, personne physique ou société civile. Et pour cela, il faut un logement qui est déclaré comme résidence principale. Et alors, cet éco-prêt, il a 3 niveaux de revenus, de montant, soit 15 000, 25 000 ou 30 000, en fonction du nombre de postes de travaux réalisés. Et il est remboursable sur 15 ans. Et finalement, on a également une aide locale sur Thonon Agglomération, qui est l'APERI, l'aide de performance énergétique pour les revenus intermédiaires. Elle est également disponible pour les revenus modestes et très modestes, mais ça, c'est plus du côté du cabinet Bonheur de Marquis qu'il faut étudier cela. Et cette aide, elle est octroyée uniquement pour les travaux d'isolation de l'enveloppe. Elle est également donc, sous condition de ressources, puisque c'est pour les revenus en dessous d'intermédiaires. Et par contre, pour la demander, il faut absolument être accompagné par un conseiller régénéraux. Donc, en l'occurrence, moi, sur le territoire de Thonon Agglomération. Et alors, son montant dépend du nombre de postes de travaux réalisés. Donc, quand on parle de postes de travaux, on parle par exemple d'isolation de la toiture ou bien du plancher bas ou bien par exemple changement de chauffage. Là, en l'occurrence, ce n'est pas possible pour le changement de chauffage. Son montant, il va être de 10% du montant total des dépenses. Et donc, c'est plafonné à 10 000 euros, ce qui fait qu'on peut avoir autour de 1 000 euros jusqu'à maximum 3 000 euros d'aide. Donc, cette aide, en plus, elle peut être cumulée si on a un gain énergétique qui est plus de 25%, avec une aide supplémentaire du conseil départemental qui peut octroyer 1 000 euros. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'aides disponibles. C'est assez difficile de mettre tout ça au clair. C'est pour ça que Régénéraux, Bonheur de Marquis, tous ces cabinets-là sont là pour conseiller les particuliers et pour les aider au mieux à s'y retrouver un petit peu dans toute cette pagaille. Faut savoir que la plupart des aides sont cumulables, sauf les aides ANA qui sont un organisme à part, mais qui peuvent quand même se cumuler avec un éco-prêt et les aides locales. Et du coup, on a des fois des écrêtements qui s'effectuent à ces aides. Et j'ai cru entendre un bruit. Et du coup, donc ça se cumule et ça peut être un sacré avantage sur des projets de rénovation. Voilà. Alors à présent, pour un peu mieux visualiser tout ce qui a pu se dire sur les aides, on va essayer de voir des cas types. Donc le premier, on va prendre un cas assez simple. Monsieur et Madame Dupont, qui ont une catégorie de revenus qui est supérieure. Donc, par rapport à ce que j'ai pu vous dire, c'est la catégorie rose de MaPrimeRénov', et qui ont comme projet de rénover leur maison, notamment par une isolation extérieure des façades, une installation d'une pompe à chaleur et l'installation d'un poêle à granulés dans le salon. Alors, on a estimé à peu près 42 000 euros de travaux, et monsieur et Madame Dupont décident donc de faire appel aux aides MaPrimeRénov' et aux aides CEE. Ils se rendent compte tout de suite qu'il y a quelques petits points à noter sur les aides, notamment qu'au niveau de l'isolation thermique extérieure, le montant maximum de mètres carrés qui peut être subventionné s'arrête à 100 mètres et que du coup, les aides sont quand même pas non plus très élevées pour leur catégorie de revenus, mais ils obtiennent quand même, tout de même, une aide de 4 600 euros. Donc là, cas simple, on a une demande d'aide qui s'effectue sur les sites internet, tout se passe bien. À présent, on va étudier peut-être un cas un petit peu plus complexe. Donc, M. Tartampion, qui vit à Thonon-les-Bains et qui est de catégorie modeste et pour 2 occupants. Donc, M. Tartampion a une maison qui est considérée comme étant une passoire énergétique, donc de classe énergie G, la plus basse, et il souhaiterait isoler les façades par l'intérieur, isoler les combles
changer les menuiseries et installer une chaudière gaz à haute performance. Donc en tout, il en a pour à peu près 38 000 euros. Et alors là, en fait, M. Tartampion, ce qu'il ne savait pas forcément, c'est qu'il a plusieurs possibilités. Il peut effectivement effectuer un audit énergétique, par exemple par un professionnel RGE, et dans ce cas-là, obtenir des aides supplémentaires pour la sortie de sa catégorie passeur énergétique qui peuvent aller jusqu'à 1 500 euros et des aides pour l'audit énergétique de 400 euros. Et tout ça, donc, c'est une bonification en plus de son aide qui sera probablement l'Habiter mieux sérénité de l'ANA puisqu'il est en catégorie modeste. Et vu qu'il a été conseillé par un conseiller régional, s'il a été conseillé par un conseiller régional ou par l'ANA, il peut également obtenir une aide de tonneau agglomération, la PERI, qui peut aller jusqu'à 3 000 euros. Donc finalement, il peut avoir jusqu'à 14 000 euros d'aide s'il se fait aiguiller et conseiller. Et en plus de ça, 24 000 euros d'éco-prêt envisageables. Si en revanche, il décide de faire par lui-même toutes les recherches sur ma prime rénov, sur les CEE, il va pouvoir bénéficier d'aides, mais qui vont avoir estimé, qui peuvent être estimées jusqu'à 8 200 euros. Donc on voit qu'il y a quand même pratiquement 6 000 euros de différence. Et c'est pour ça qu'on conseille vivement d'essayer de... On vous encourage à nous contacter pour tout ce qui est aide. Et du coup, pour le contact, je te laisse passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Vous avez nos coordonnées. Alors, juste avant, oui, juste avant la partie effectivement coordonnées, il y avait les 6 conseils à retenir pour clôturer un petit peu cette présentation. Le premier, c'est réfléchir avant de commencer. C'est que on enfonce que des portes ouvertes, hein, mais le deuxième, c'est que le remède est parfois pire que le mal, donc il faut vraiment bien étudier les choses pour ne pas transformer une passoire énergétique en bâtiment inhabitable. Faire parfois moins mais mieux, et puis plus tard la suite, c'est l'idée de planifier les choses, de différer les éléments qui sont différables dans le temps afin que ce soit plus supportable. La mise en œuvre, le matériel, tout est important lorsqu'on en est à la réalisation. Ce n'est pas parce qu'on va commander des menuiseries de compétition que forcément, derrière, le résultat il sera exceptionnel. Il faut que la menuiserie soit de bonne qualité, mais il faut qu'elle soit bien posée également. Mieux vaut s'entourer de bons professionnels. Alors, vous allez me dire, personne ne cherche à s'entourer de mauvais professionnels, mais parfois, on est dans des situations qui sont compliquées. Il faut être... j'allais dire, suffisamment regardant au départ pour ne pas se retrouver dans les situations compliquées de la rénovation qui ne se passent pas bien. Le prix, quand on analyse des propositions, le prix, c'est toujours le plus mauvais critère de choix. C'est le plus facile, parce que quand on regarde uniquement le prix, on va aller, on va dire, au moins cher, mais ce n'est pas parce qu'on a pris une société qui est bien positionnée qu'on aura forcément du travail bien fait. Donc il vaut mieux se poser des questions de façon plus globale et avoir les retours, encore une fois, de chantiers existants pour faire les bons choix. Voilà, pour les renseignements. Voilà, donc vous avez ici les coordonnées de Jean-Christophe, qui a donc été l'intervenant principal, je dirais, de la conférence de ce soir. Et puis, vous avez également les coordonnées pour contacter le conseiller régional, donc en l'occurrence Louise, que vous pouvez joindre au 04 58 57 00 87. Vous pouvez également la joindre par mail, par l'adresse contact@regenero.fr. Et nous avons également un site internet qui est le www.regenero.fr sur lequel vous pouvez retrouver pas mal d'informations, de détails sur les accompagnements que l'on propose. Et vous avez également un onglet Contact grâce auquel vous pourrez prendre contact avec Louise et elle vous répondra à la suite de cette demande de contact. Donc, comme vous avez pu le constater, et je vais encore enfoncer une porte ouverte et faire de la redite par rapport à ce qu'a dit Louise, mais les aides financières, on vous les a présentées très vite.
On ne vous les a pas présentés dans le détail. C'était un petit peu volontaire puisque si on avait dû faire ça, on aurait pu passer toute la soirée à parler des critères d'éligibilité, des critères techniques, des différentes spécificités de chaque aide. Ça n'aura pas été extrêmement intéressant puisque c'est très complexe, très technique. Passer 1 heure à discuter de ça, c'est pas vraiment une super conférence. Et surtout, chaque cas est différent. Donc, l'important, c'est que vous preniez contact soit avec Jean-Christophe, soit avec nous, soit avec le cabinet Bonin et de Marquis, pour qu'on puisse vraiment faire une étude personnalisée de votre situation et pour vous orienter vers les bons interlocuteurs et pour que vous puissiez bénéficier des bonnes aides financières qui correspondent à votre projet. Voilà, eh bien, écoutez, on en a terminé avec les présentations. Maintenant, on est à votre disposition si vous avez des questions spécifiques, particulières par rapport à tout ce qui a été évoqué précédemment. Donc, je vous invite soit à prendre la parole en ouvrant votre micro, soit à poser votre question directement dans le chat. Je vous en prie. Pas de questions pour l'instant, c'est qu'on a été extrêmement clair ou alors que tout le monde s'est endormi derrière son écran. Je préfère la première possibilité. Est-ce qu'il est possible d'avoir une copie du PowerPoint? Alors, comme je vous le disais au départ, la conférence est enregistrée et va être rediffusée sur le YouTube, la chaîne YouTube de Thonon Agglomération, et nous pourrons effectivement, si tous les intervenants sont d'accord, transmettre aux participants le PowerPoint. J'espère que vous avez laissé votre adresse mail lors de l'inscription. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à m'envoyer votre adresse mail sur l'adresse contact@regenero.fr et je ferai passer la présentation à tous ceux qui m'enverront leur adresse. Bonsoir, moi j'ai une question. J'en ai fait faire une étude il y a une année suite à l'acquisition d'un bien qui est des années 86. Et j'ai eu un document d'audit. Et je vous avouerai que je n'ai pas forcément été je dirais pas satisfaite parce que je n'ai pas compris grand-chose à ce qui m'avait été transmis. Je ne sais pas si vous avez évolué dans votre fonctionnement, parce que c'était au tout début en fait de l'antenne. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire de nouveau appel à vous et reprendre ce qui avait été fait à l'époque, ou il faut repartir tout à zéro, voilà. Alors, Louise, je te laisse peut-être répondre à madame. Alors, bonsoir madame. Du coup, effectivement, au début, on n'avait pas forcément la même trame de visite technique. Je pense que c'était donc une visite technique qui a été réalisée, pas forcément un audit, parce qu'on n'a pas l'autorisation de réaliser des audits, tout simplement. En revanche, effectivement, donc au départ, c'était assez simple. Et là, on essaie de vraiment améliorer les choses. Donc, vous pouvez redemander une visite technique, vous pouvez redemander un accompagnement. Et là, on tâchera de rendre ça un peu plus clair et beaucoup plus adapté à votre demande. Ok. Dans le cadre d'une rénovation globale et avant d'engager des entrepreneurs sur de la rénovation du bâtiment. On est bien d'accord que le principe, il est là. C'est déjà de commencer par ça. Et puis après, on voit quels sont les postes les plus intéressants pour avoir un bâtiment le plus performant possible. Tout à fait. L'objectif en général d'une visite technique, c'est de vous aiguiller un petit peu sur ce qui est pertinent à rénover en priorité. Donc, comme on a pu vous montrer durant la présentation, on va avoir des postes de déperdition par pourcentage qui vont être affichés lors du rapport. Comme ça, on se rend bien compte de quels sont les postes qui sont les plus déperditifs, comme par exemple la toiture ou les façades. Ouais. Et à partir de là, donc, on vous propose des scénarios de rénovation qui seraient adaptés à vos demandes et à votre budget. Et ça vous permettra d'estimer un petit peu les gains énergétiques que cela produira sur le logement. Et ensuite, si vous êtes d'accord et que votre prestation vous a plu, on peut également vous accompagner à la suite, c'est-à-dire pour tout ce qui est compréhension des devis, lecture des devis et analyse. Et lors des travaux, sans forcément prendre le rôle de maître d'œuvre ou d'assistant à maîtrise d'ouvrage, on peut être là pour vous en conseiller au niveau des contacts avec les différents intervenants. Ok, c'est un peu le but en fait, parce que c'est un peu compliqué, on va dire. Il y a beaucoup d'entreprises, on ne sait pas trop
qui fait bien, qui ne fait pas bien. Enfin, c'est très compliqué. Voilà, et c'est pour ça qu'on peut être là pour essayer de vous aider au maximum à déchiffrer tout ça. Super. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Je sais pas, je sais pas comment on détermine l'ordre de prise de parole. Est-ce qu'on peut avoir une idée d'un coût de maître d'œuvre? Alors, Jean-Christophe, c'est peut-être plutôt toi qui peux répondre à la question. Oui, alors ça va quand même dépendre pas mal de l'ampleur du chantier. Pour un chantier complet, où vraiment on fait une rénovation énergétique importante qui se chiffre en plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, on va être entre 7 et 8% à peu près du montant. Ok, merci. C'est un ordre de grandeur, hein, ça dépend encore une fois ce que la mission comprend. Si c'est la mission complète qui va de la consultation jusqu'à la réception, c'est à peu près ce niveau, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les auditeurs? Bon, bah écoutez. Moi, j'ai plusieurs questions. Je suis désolée. Je viens de faire enlever une cuve de fuel et j'ai voulu sur Que choisir que je pouvais avoir une prime de 400 €. Est-ce que c'est juste? Pour enlever une cuve à fuel? Oui. Oui, il y avait. Alors, est-ce qu'elle est toujours en vigueur, cette prime? Il faudra le vérifier. Là, je pense qu'on fera des recherches, puisque en ce moment, le grand jeu, c'est de créer des aides, puis de les supprimer, puis d'en créer d'autres, puis de les supprimer. Malheureusement, c'est un petit peu une politique de stop and go. C'est vrai que c'est, même pour nous, difficile d'être constamment à la page. Donc, écoutez, cette aide a existé, effectivement. L'an dernier, en tout cas, c'est sûr qu'elle existait. Maintenant, je m'engage à vérifier, à vous apporter une réponse. Alors, peut-être que Edith a cette réponse. Alors, j'ai pas la réponse parce que du coup, nous, ces travaux-là peuvent être pris en compte uniquement dans un cadre de changement de chaudière. Et si du coup, on est bien sur un critère d'éligibilité aux aides de l'ANA, après, la question, c'est est-ce que vous l'avez déjà fait enlever ou c'est quelque chose qui va être à prévoir? Je l'ai déjà fait enlever. Parce que généralement, les aides, elles sont uniquement mobilisables avant le démarrage des travaux. Si les travaux sont faits, en principe, les aides ne sont plus mobilisables. Ok, de toute façon, l'artisan ne m'en a pas parlé, mais c'était juste une question comme ça. J'ai plusieurs autres questions, mais je ne veux pas monopoliser la conférence. Alors, du coup, je vais répondre à une question qui m'a été posée en privé de la part de Karim sur les aides gouvernementales, si elles vont évoluer dans les prochains mois. Alors, c'est une bonne question et effectivement, il est prévu qu'elles évoluent. On ne sait pas exactement comment. C'est encore, comme vient de le dire Guillaume, c'est un petit peu le fouillis en ce moment avec le changement d'aide. On est passé du CITE à MaPrimeRénov' en octobre et là, en 2021, il y a des possibilités que MaPrimeRénov' évolue à nouveau. Donc, on ne peut pas vraiment donner de réponse sur comment elles vont évoluer. Elles vont probablement évoluer. Oui, sur ce point, malheureusement, chaque loi de finances apporte son lot de modifications. Et bien souvent, on sait uniquement au moment où la loi de finances est votée à quelle sauce on va être mangé. Donc, quelles sont les modifications qui vont être apportées dans les différentes aides financières? Quels sont les niveaux de critères d'éligibilité? Quels sont les postes qui sont éligibles et quels sont ceux qui ne le sont plus? Donc, en général, il faut plutôt attendre le début de l'année pour savoir tout ça. Là, on vient d'avoir un gros changement. On est passé du CITE, donc le crédit d'impôt pour la transition énergétique, à MaPrimeRénov'. C'est quand même un gros bouleversement. Avant, on était sur 30% du coût des travaux hors main-d'œuvre. Maintenant, on est plutôt sur un système de forfait par type de travaux. Donc, je pense que, et j'espère que ce forfait par type de travaux, ce système de MaPrimeRénov' est amené à perdurer, au moins sur quelques années, pour donner un petit peu de visibilité aux particuliers qui souhaitent s'engager dans les travaux. Mais malheureusement, jusque-là, notre discours, c'était de dire
jusqu'au mois de mi-janvier, début février, bah, attendez, on n'a pas encore toutes les infos, donc attention, vous engagez peut-être pas tout de suite dans les travaux si vous comptez vraiment sur les aides financières. Et puis on avait un peu le même discours à partir du mois d'octobre en disant, oulala, attention, le fait générateur de l'aide financière, c'est le paiement de la facture acquittée. Donc si vous faites vos travaux maintenant et que vous payez votre facture à l'année suivante, eh bien, on ne sait pas non plus quel sera le régime d'aide auquel vous serez soumis. Donc, attendez un peu. Donc, ce qui fait qu'on avait grosso modo une période de 7 à 8 mois sur lesquels on était sûr de ce que les particuliers pouvaient avoir. J'espère vraiment qu'avec MaPrimeRénov', ça va stabiliser un peu tout ça et ça va surtout donner de la visibilité. Écoutez, je vous remercie vraiment tous pour votre attention, pour avoir participé à cette conférence. Je vous invite, si vous avez des questions particulières, notamment vous, Martine, si vous avez plein de questions à poser, je vous invite à contacter Louise. Ce sera plus facile de voir les cas particuliers et de voir vos questions personnelles dans un rendez-vous, soit en face à face, quand on sera déconfiné, soit un rendez-vous téléphonique ou par visioconférence. Et on pourra ainsi regarder tous les cas particuliers de toutes les personnes qui ont pu assister à cette conférence. Je remercie grandement les intervenants. Jean-Christophe, merci beaucoup pour ta participation. Pardon, Louise également, Edith également. Merci à tous les trois pour vos présentations. Merci à Tonon Aglo d'avoir organisé cette conférence. Et puis, j'espère qu'on pourra vous en reproposer d'autres rapidement sur d'autres thématiques. Il y a encore plein de choses à voir. Il y a encore l'étanchéité à l'air, par exemple, c'est un sujet très intéressant et malheureusement trop méconnu. Il y a aussi tout ce qui concerne les réceptions de chantier sur lesquelles on pourrait faire une conférence à part entière. Bref, on a plein d'idées sur les conférences, donc j'espère qu'on pourra en reprogrammer rapidement. Merci à tous encore une fois. Passez une excellente soirée et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous.